Bosky sur le tour. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Les relations particulières entre la France et l'Afrique questionnées à Montpellier lors d'un sommet insolite qui a mis aux prises le président français Macron Emmanuel et des représentants de la société civile africaine. Qu'est-ce qui changera après Montpellier? Plusieurs fois enterrés, mais toujours vives. Assistons cette fois-ci à la messe de requiem des réseaux france-africains pour une nouvelle page du partenariat Afrique-France. Rien n'est moins sûr, mais tout porte à croire que dorénavant, plus rien ne sera comme avant au moment où l'ogre russe prend pied au centre du continent africain. Sommet de Montpellier, messe de requiem de la France-Afrique. Nous en parlons avec Dr Emmanuel Gnagnon qui est au plateau aujourd'hui. Dr Gnagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes homme politique, homme de lettres également, président du mouvement Togo Restauration, MTR. C'est un honneur de vous avoir encore une fois aujourd'hui. C'est un plaisir de revenir sur vos plateaux. Et si les liaisons techniques sont bonnes, nous aurons en ligne de Sao Paulo, au Brésil, Kossi Telou, qui est internationaliste, consultant en diplomatie économique et renseignement, chroniqueur d'honneur des relations internationales du journal Clarem Brazil News, et peut-être aussi Emmanuel Yaouvi Assogbavi. Il y a le président Carrefour des Jeunes pour une Afrique prospère. Il sera en duplex de Montpellier en France. Il a participé justement à ce sommet avec le président Emmanuel Macron si les conditions techniques nous le permettent. Mais nous sommes avec vous puisque vous êtes en face, docteur Gnagnon. Ma première question, est-ce que selon vous, le sommet de Montpellier a respecté le parallélisme des formes, parce que face au président français, on n'a pas eu les homologues africains, mais des représentants de la société civile africaine pour traiter des questions d'État. Je pense quand même que, oui, organiser un sommet à Montpellier en ce moment, dans un contexte que vous connaissez, un contexte où la fragilité des États en Afrique aujourd'hui et dans le monde d'ailleurs est une réalité, où par exemple les paradigmes mondiaux en termes de géostratégie et géopolitique sont en train de changer. Nous sommes dans un contexte assez particulier de la Covid-19 où beaucoup de mythes sont tombés, où également certaines réalités politiques, notamment les rapports entre un certain nombre de démocraties occidentales et également un certain nombre de pays africains, parce qu'il y a beaucoup de rapports qui sont mutants actuellement. Je crois qu'organiser un tel sommet peut également, dans une moindre mesure, dénoter d'une volonté de pouvoir peut-être refaire un certain nombre de choses. Mais finalement, la question qu'il faut se poser, nous, en tant que politiques, c'est de savoir si le destin de l'Afrique doit se décider ailleurs. Eh bien, maintenant, ma question, on a d'un côté un chef d'État et de l'autre des représentants de la société civile pour traiter des questions d'importance majeure. Est-ce que vous pensez que le parallélisme des formes a été respecté? En fait, moi, à partir de ma lecture de la réalité politique et surtout de la volonté, par exemple, aujourd'hui de la France, de pouvoir plutôt inviter à la place des chefs d'État, des membres de la société civile en France pour parler de l'Afrique, l'idée serait, bien sûr, de pouvoir plutôt aborder des questions de développement, des questions de démocratie et de développement. Mais là où, par exemple, l'inquiétude peut encore s'installer, c'est de savoir si c'est aujourd'hui encore qu'il faut aborder la question du développement de l'Afrique. Et si la question du développement de l'Afrique doit se décider ou alors doit se réfléchir véritablement en Occident. Je pense quand même que depuis les années 60, lorsque les indépendances pleuvèrent, n'est-ce pas, sur l'Afrique, et que les Africains sont rentrés justement dans la dynamique des indépendances, pendant longtemps, l'Occident s'est engagé dans une dynamique de conceptualiser le développement pour l'Afrique, comme si, par exemple, le développement de l'Afrique devait se concevoir ailleurs. Et donc, il y a eu beaucoup de programmes de développement pour l'Afrique. Ensuite, on est parti de l'année des pays des Nations Unies. Après, on est arrivé, par exemple, aux questions d'ajustement, programme d'ajustement structurel. Ensuite, nous avons eu les OMD. Aujourd'hui, on nous parle des ODD, les PPTE, et puis on nous parle des OMD. Aujourd'hui, on a les ODD. Le développement de l'Afrique, pendant longtemps, s'élabore et se conçoit
en Occident et cela revient en Afrique comme une idée importée. Je crois quand même que, oui, la France est quand même libre de pouvoir, n'est-ce pas, établir des relations de partenariat, de coopération. Au-delà même du paternalisme que nous reprochons généralement, la France peut quand même, n'est-ce pas, être toujours dans cette posture. Mais il revient aux pays africains et surtout à la société civile africaine, parce qu'il faut également comprendre quels sont les enjeux aujourd'hui liés à la société civile africaine. Il y a beaucoup de sociétés africaines qui sont malheureusement également inféodées. Mais maintenant, si on veut véritablement penser au développement de l'Afrique, oui, à Montpellier, des idées peuvent également être élaborées, mais dans l'application, dans la mise en œuvre, c'est cela, c'est la réalité. Et donc moi je pense que oui, aujourd'hui la France a voulu essayer de tourner un peu les paradigmes pour pouvoir penser, approcher le sujet, non plus en termes hautement politiques, mais je pense que le développement de l'Afrique, c'est aux Africains, c'est en Afrique que cela se décide, cela se réfléchit. Nous allons revenir au fond du sujet, mais la forme, hein, d'abord. Vous êtes homme de lettres, sémantiquement, quand on parle de sommet, c'est une rencontre entre dirigeants, hein, généralement oui, entre chefs d'État. Ceux qui ont été invités. Cette fois-ci, c'est un chef d'État face ceux qui sont à des intellectuels. Ceux qui sont invités sont également des représentants de l'Afrique. Mais pas des dirigeants. Bien sûr. Mais la réalité ici, c'est que, oui, les chefs d'État n'ont pas été invités. Cela revient quand même à un choix que la France a fait. Mais ce choix, aujourd'hui, est-ce que c'est pour écarter les chefs d'État africains? Est-ce que c'est parce qu'on a compris à un moment donné que le dialogue entre ces chefs d'État-là ne peut plus véritablement être productif? Est-ce qu'on a compris tout simplement que pendant plusieurs années, il faut aujourd'hui essayer de revoir l'approche? Je crois quand même que pendant longtemps, la France-Afrique a été décriée, et surtout avec cette forme de syndicat des chefs d'État africains qui se retrouvent en France pour décider des questions de développement de la France et sur des questions de politique. Et à un moment donné, on a compris que bon, la France est toujours décriée, la France-Afrique également comme instrument de manipulation, parce que pendant tout ce temps-là, on n'a pas véritablement eu des résultats probants qui montrent que ce rapport initié depuis 1955 et surtout proposé par le président Houphouët-Boigny, parce que c'est lui qui avait d'abord proposé cette consonance de France-Afrique, parce que c'est des chefs d'État nouvellement élus, enfin nouvellement arrivés au pouvoir, qui commençaient déjà par penser que oui, nous souhaitons garder les bonnes relations avec la France, et la France également qui a utilisé à un moment donné ces chefs d'État pour pouvoir asseoir cette diplomatie malheureusement qui est allée à l'encontre des intérêts de l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, mettre de côté les chefs d'État, cela ne peut qu'être une politique de la France. Et nous... Mais quel genre de politique? Parce que organiser ce sommet sur le dos des chefs d'État africains, est-ce que ce n'est pas une forme de délégitimation? Est-ce que... Moi, je ne m'en irai pas en jugeant véritablement ce choix de la France. Mais c'est les chefs d'État, parce que là, jusque-là, tous les membres des sociétés civiles qui sont allés en France, ils ne sont pas allés incognito. Les chefs d'État en savent sûrement quelque chose. Et ils sont informés, c'est des citoyens de leurs États. Nous savons également que beaucoup de la société civile qui sont allés là-bas ont beaucoup travaillé avec des gouvernements de leur pays. C'est même en quelque sorte comme des couloirs, comme des porteurs de messages, etc. Donc, en fait, moi, je pense que cette façon de faire, cette approche nouvelle que la France a utilisée pour pouvoir non plus inviter les chefs d'État, mais plutôt inviter les membres de la société civile, c'est un choix politique de la France. Mais maintenant, nous, en tant que... il fallait mettre en face de la société civile africaine la société civile française pour respecter justement ce que j'ai appelé le parallélisme des formes. Ce que je dis, moi, je n'irai pas dans le sens de juger véritablement, d'apprécier dans sa logique le choix de la France. Ce que moi, je pense aujourd'hui, c'est que comment par exemple, plutôt penser le développement de l'Afrique. Parce qu'en fait, la France peut inviter des gens, les rencontrer, c'est leur liberté. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous pensons? Voilà la réalité. Est-ce que les chefs d'État qui ne sont pas allés là-bas, qu'est-ce qu'eux-mêmes ils pensent aujourd'hui? C'est à eux aujourd'hui de prendre conscience de tout le trajet qui a été fait, tout le parcours qui a été fait à ce moment précis. Quels sont véritablement les rapports qu'en tant que chef d'État, ils peuvent toujours entretenir avec la France? Est-ce que c'est une forme d'infantilisation? Est-ce que c'est parce que la France a compris qu'à un moment donné, on ne peut plus, ils sont devenus suffisamment illégitimes, qu'on ne peut plus les rassembler pour pouvoir parler des questions d'État? Alors, donc, ou bien des questions de développement. Et cela dénote en fait, à un moment donné, parce que je ne voudrais pas aller dans ce sens, mais de la fragilité de nos États.
C'est-à-dire que de la légitimité, vous avez commencé par parler de ça, de la fragilité, de l'illégitimité de nos États africains et surtout des chefs d'État africains qui incarnent aujourd'hui les institutions que nous avons, les institutions étatiques que nous avons. Si la France décide aujourd'hui non plus de parler avec les politiques, mais parler avec la société civile, mais ne pas opposer à la société civile africaine, la société civile française, c'est parce que justement, on veut encore politiser la société civile africaine au mieux, mais non pas seulement au profit de l'Afrique, mais plutôt au profit de la France. Parce que dans les relations internationales, ce que nous devons retenir, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas également de... comment je vais le dire, d'humanisme ou d'humanité. C'est des questions d'intérêt. Si la France décide aujourd'hui de faire venir des gens de la société civile, c'est parce que la France a des objectifs. Regardez un peu, nous sommes actuellement dans une période post- et pré-électorale en France où Macron est en train de réajuster, n'est-ce pas, son arc pour savoir sur quel pied danser. Nous savons également que après la Covid-19 aujourd'hui, et surtout après le drame même réel de la Covid-19, beaucoup de mythes sont tombés. Il faut absolument refaire peau neuve. Et pour le faire, nous savons également que pendant longtemps, la France-Afrique a été décriée. Et c'était également une promesse de campagne de Macron, malheureusement, envers les Africains, parce que les Africains, à un moment donné, la jeunesse africaine a pendant longtemps décrié la France-Afrique, les atrocités, les bévues de la France-Afrique sur le sol africain. Et donc, à un moment donné, comme on est à l'approche des élections, eh bien, Macron peut toujours commencer par réfléchir autrement. Donc, vous pensez que c'est une logique électoraliste? Mais bien sûr, c'est possible. C'est possible, mais pour ne pas trop rester dans des supputations, parce que moi je n'ai pas pris part véritablement, j'ai suivi de très loin le sommet de Montpellier, je n'ai pas pris part à ça, mais pour ne pas trop rester dans des supputations, moi je voudrais tout simplement penser et dire que le développement de l'Afrique, parce que c'est pour le développement, c'est des questions, des composantes, des thématiques transversales liées donc au développement, les questions de dividendes démographiques, les questions d'agriculture, de développement sur plusieurs plans qui ont été évoqués là-bas. Et donc, si c'est des éléments comme ça qu'il faut évoquer, eh bien, les Africains eux-mêmes pouvaient également organiser de telles choses chez eux pour penser au mieux le développement, rassembler les jeunes Africains quelque part. C'est vrai que le rapport que l'Afrique, et ça aussi, ça me met, intellectuel que je suis, ça me met un peu mal à l'aise, c'est-à-dire le rapport entre l'Afrique et la France. Parce que il faut plutôt parler des rapports bilatéraux entre des États africains et la France, mais prendre tout un continent qui va se mettre en rapport avec la France. C'est vrai, il y a toujours des antécédents coloniaux qui sont là, il y a des rapports, le cordon bilatéral, mais il faut que ça se rompe et qu'on puisse commencer par reparamétrer les rapports qui doivent exister entre les États africains et la France, et non encore prendre le continent africain, surtout francophone, ex-colonie, continuer toujours dans cette forme de vous savez ce qui se passe là, politiquement parlant, cette forme de syndrome de Stockholm, politiquement parlant, où la victime finit toujours par aimer, apprécier, adopter les points de vue de son bourreau. Il faut que ça cesse. Il faut que la jeunesse africaine qui voudrait véritablement penser le développement de l'Afrique puisse comprendre que pendant longtemps, il y a eu des concepts fumeux qui ont été élaborés chaque fois en Europe, en France, en Occident, et qui ont été déversés chaque fois en Afrique. Le tiers-monde, les pays du tiers-monde, par exemple, c'est une question, une thématique qui n'a jamais été élaborée par les Africains. C'est-à-dire que quand on parle de développement, c'est-à-dire que l'Occident élabore le développement sous son angle de vue et nous apporte le développement comme cela est conçu chez eux. Cela ne peut pas continuer comme ça. Parce que les Africains n'arrivent pas à théoriser eux-mêmes le concept de développement. Peut-être. Non, c'est parce qu'après les indépendances, les réels, en tout cas les nationalistes qui pouvaient au mieux théoriser, conceptualiser le développement de l'Afrique, tout en l'adaptant aux réalités africaines pour que cela soit vraiment développement et que cela ait des résultats probants. Vous connaissez l'histoire. Et ils ont été liquidés. Ils ont été mis sous état. On va revenir, donc, comme je l'ai dit, sur le fond de ce sommet de Montpellier, mais je voudrais
qu'on analyse un peu aussi la composition des participants à ce sommet de Montpellier. Les participants venus d'Afrique ont été quelque peu triés sur le volet par l'ambassade de France. Ils viennent de la société civile, des universitaires, des présidents d'associations, de mouvements. Est-ce que ceux-là sont représentatifs, selon vous, de la société civile africaine? C'est ce que je disais tout à l'heure, tout en faisant comprendre que c'est une politique de la France. C'est la France qui organise son sommet. Et c'est la France qui invite les gens à ce sommet. Et c'est la France qui invite qui il veut. Donc, les jeunes qui sont allés, et c'est vrai, c'est des jeunes qui ont souvent travaillé même avec la France. C'est des jeunes avec qui la France veut continuer certainement à travailler. Tout simplement parce qu'on voudrait à un moment donné essayer d'ouvrir un peu la vanne pour leur donner une liberté de ton, mais au même moment pour pouvoir peut-être essayer de recenser leurs attentes et élaborer des programmes dans ce sens-là et continuer une aventure que la grande majorité de la jeunesse peut-être ne se retrouverait pas dedans. Moi, je pense que on ne peut pas avoir aujourd'hui dans ce monde globalisant des États autarciques. Ça, c'est clair. On ne peut pas avoir également des États qui évoluent pratiquement en vase clos. Ça, c'est clair. Mais il faut tout simplement revoir, après 60 ans d'indépendance, revoir les rapports bilatéraux qui puissent encore exister entre les États. Et donc, les rapports que les États africains, moi, je préfère dire les rapports que les États africains doivent aujourd'hui entretenir avec la France et non pas les rapports que l'Afrique doit entretenir avec la France. Mais les rapports que les États africains doivent développer aujourd'hui et avoir avec la France doivent être des rapports de coopération, de partenariat, d'égalité à égalité ou d'égal à égal. Vous vous êtes retrouvés dans les participants à ce sommet. Vous les avez écoutés ou... J'ai suivi beaucoup. C'est vrai, ils ont dit, les participants ont quand même eu le courage de pouvoir aborder des sujets qui fâchent, des sujets aussi intéressants, le cas malien, des sujets, le cas de la Côte d'Ivoire, le cas libyen, et puis surtout l'ingérence, l'immixtion intermittente dans les affaires africaines. C'est des cas de monnaie, autant de sujets ont été abordés. Ce ne sont pas des sujets de polichinelle. Ces jeunes, il faut les féliciter. Ils sont allés vraiment défendre la cause de l'Afrique. Ils ont porté haut, sûrement, peut-être ce que les chefs d'État ne pouvaient pas dire, parce que vous savez très bien que chaque fois que les chefs d'État africains se retrouvent, lorsque un parmi eux essaie de monter un peu le ton, les autres disent attention, mais il ne faut pas nous créer des problèmes, parce qu'il y a eu trop de compromission, parce qu'il y a eu trop de corruption, parce que beaucoup d'entre eux sont au pouvoir malgré ou bien ils sont au pouvoir quelquefois contre les intérêts de leur peuple. Ce qui fait qu'ils sont là plutôt au service de l'intérêt de la métropole, ce qui fait que malheureusement, ils ne peuvent même pas brancher à un moment donné pour dire voilà ce qui est l'intérêt de ma nation, de mon peuple. Donc, peut-être que les jeunes ont finalement été des ambassadeurs pour porter haut, n'est-ce pas, ce que ces chefs d'État-là pensaient tout bas ou bien savent, mais qui n'arrivent même pas à avoir des langues déliées pour pouvoir en parler avec aisance. Porter haut, tout simplement, parce que c'est ça la finalité. C'est pour cela que je dis que, en fait, ce sommet, je ne veux pas dire que finalement c'est une sorte de folklore à la française. Certains ont parlé de théâtralisation. Et justement, je ne veux pas dire que c'est un folklore à la française au goût de la France, parce que tout simplement, le président a voulu se mettre un peu en vedette, parce que disant que l'île est jeune, il veut donner la parole à la jeunesse, donc il faut inviter la jeunesse africaine, parce qu'aujourd'hui, des questions de jeunes, il dit, parce que dans le monde entier aujourd'hui, surtout en Afrique, 60% de la jeunesse, n'est-ce pas, constitue la population, etc. Mais il faut également comprendre quel est le projet réel. Et après Montpellier, c'est quoi? C'est ça aussi la réalité. Est-ce qu'il y a des décisions là-bas qui vont avoir de l'impact sur le plan politique? Est-ce que les accords qui existent déjà là, les accords militaires, les accords diplomatiques, les accords concernant la monnaie qui existent déjà, est-ce qu'après Montpellier, il va y avoir des impacts décisifs sur ces accords-là? Il faut relire un certain nombre d'accords. Est-ce que Montpellier là, va aider à relire les accords? Non, je ne le crois pas. Maintenant, il ne faut pas, par exemple, à un moment donné, savoir quel est le problème et quelle est la cible et aller tirer ailleurs. Je pense que si il y a une réalité politique à affronter et à trouver des solutions idoines, il y a des questions de limitation de mandat en Afrique. C'est les chefs d'État, les concernés sont là, on les connaît. Macron aurait
aujourd'hui le courage d'affronter les chefs d'État africains si Macron veut faire vraiment preuve de bonne volonté politique pour dire que nous voulons véritablement changer l'approche que nous avons de la relation entre la France et les États africains. Moi, je continue de dire, moi je ne dis pas entre la France et l'Afrique, non. La France et les États africains, parce que les États africains sont des États. Après 60, nous sommes véritablement des États et en tant que tels, nous pouvons déployer nos stratégies diplomatiques et aisément, librement, trouver des partenaires selon les défis que nous avons là où nous voulons. Et c'est ça. Et la France viendrait également en tant que partenaire. Et c'est des partenariats d'égal à égal. Et discuter coopération. Parce qu'aujourd'hui, il y a des défis qui sont des défis communs. Que nous avons des défis de terrorisme qui sont des défis communs, des défis par exemple de Covid-19 aujourd'hui, sécurité et de santé qui sont des défis communs. Comment nous pouvons affronter ces défis? Je crois quand même que c'est sur cette base-là qu'il faut revoir, n'est-ce pas, le fond même du partenariat avec la France. Et ça, ce n'est pas un continent qui va rencontrer un pays. Cette histoire-là, il faut quand même qu'on finisse par comprendre que c'est révolu. Oui, mais le sommet a été structuré autour d'un rapport produit par l'historien et philosophe camerounais Achille Mbembe. Achille Mbembe, selon vous, est-ce qu'il est représentatif de la voix du continent? Est-ce que c'est un personnage qui fait l'unanimité? Faire l'unanimité, Achille Mbembe est un théoricien qui a beaucoup parlé de la post-colonie, de la décolonisation, etc. Il a théorisé beaucoup de choses, ça c'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il incarne véritablement l'unanimité pour être véritablement le porte-voix de l'Afrique? Bon, moi je ne saurais le dire. C'est-à-dire que l'approche que lui aussi il a aujourd'hui, tout en essayant de travailler dans le sens d'amener la France à revoir ses relations avec les États africains. Je crois quand même que chacun a ses efforts à faire. Je ne vais pas aujourd'hui jeter du discrédit sur ses efforts personnels qui ont été faits dans ce sens-là, mais je sais quelque chose, c'est que, oui, ce qui s'est passé à Montpellier, les conclusions qui sont là, l'après Montpellier, le plan de suivi de toutes les propositions de Montpellier, nous allons voir. Mais je sais quelque chose, c'est que les réels problèmes de l'Afrique n'ont pas été discutés là-bas. Les questions de monnaie, il faut impliquer les vrais acteurs. Les gens qui sont là. Appelez-vous vrais acteurs. Les vrais acteurs. À ce sommet de Montpellier, on a vu la présence d'un Togolais, Kako Mboupo, qui a porté très tôt ce sujet. Monsieur Kako Mboupo fait partie de la société civile. Il est homme politique, il est également acteur de la société civile. Aujourd'hui, il porte un concept qu'il défend au mieux. Et il est beaucoup plus là-bas en tant que membre de la société civile. Et c'est vrai. Certains lui reprochent d'avoir édulcoré quelque peu sa position sur le CFA. Depuis un moment où il a eu un autre poste quelque part là, je ne veux pas revenir là-dessus, mais souffrait qu'on puisse approcher la question de l'indépendance de l'Afrique, du développement de l'Afrique et surtout des enjeux aujourd'hui de changement, de mutation, parce que les États que nous avons doivent se renforcer. Pour y arriver, il faut rassembler les vrais acteurs. Les vrais acteurs, d'abord, c'est les chefs d'État. C'est vrai, aujourd'hui, on passe par la société civile pour que la société civile vienne mener des actions peut-être à long terme qui vont avoir des impacts de sensibilisation, de formation, démocratie, etc. Il est possible qu'une telle approche puisse donner l'impression de porter. Mais les vrais acteurs, il faut les rencontrer. Oui, mais qui appelez-vous une fois encore vrais acteurs? C'est vrai que Achille Mbembe, on le connaît dans les milieux universitaires, mais ce qui a été reproché aux participants de Montpellier, pour la plupart, c'est qu'ils n'ont pas d'ancrage dans les milieux associatifs, on ne les connaît pas trop dans l'activisme, on les a même surnommés des intellectuels hors sol. C'est véritablement, puisqu'il y a beaucoup d'entre eux qui font également partie de la diaspora, et c'est véritablement cette façon aujourd'hui de concevoir l'Afrique très loin, en étant très loin de l'Afrique. Il y a certaines réalités de l'Afrique qui sont endogènes et des réalités géopolitiques qui sont également là. Et je pense que les efforts faits par Achille Mbembe consort pour pouvoir essayer de redonner, n'est-ce pas, une autre orientation au débat sur les rapports entre la France et l'Afrique
ne sont pas forcément, exclusivement, n'est-ce pas, à condamner. Mais je pense tout simplement que à l'heure actuelle, les réels problèmes de l'Afrique, quand je parle toujours des vrais acteurs, c'est des gens qui sont là, surtout les chefs d'État qui sont au pouvoir. Vous vous rappelez la conférence de la Baule, où les chefs d'État avaient été, comme ils aiment bien, n'est-ce pas, avoir de la pression ou alors l'ordre avant de pouvoir réagir. Le conférence de la Baule, François Mitterrand les avait rassemblés pour leur dire, mais maintenant c'est le multipartisme. Des injonctions. Des injonctions. Mais malheureusement, nous devons quitter cette position pour que les organisations sous-régionales africaines, les chefs d'État africains eux-mêmes, puissent commencer par prendre conscience du fait que nous devons au mieux penser maintenant le développement de l'Afrique. Ce qui s'est passé à Montpellier, est-ce que ça n'a pas pris plus la couleur d'un colloque universitaire qu'un sommet politique? Non, ce n'était pas un sommet hautement politique, puisque c'est des acteurs de la société civile. Donc c'est pour cela que tout à l'heure je disais... porté faussement le nom de sommet. Absolument. Ou encore, même si on a tenté de déplacer le débat pour parler encore de sommet France-Afrique, et dans la lignée exactement des suites des anciens sommets, où c'était devenu le 28e, je crois, eh bien, les invités ou les acteurs, les participants n'étaient pas véritablement ceux-là qui pouvaient aborder au mieux les questions politiques. Parce que ces sommets-là, la tradition, c'est vrai qu'ils sont en train de le mettre dans une inscription de rupture. Et cette rupture, est-ce que véritablement c'est une rupture consciencieuse ou on veut absolument changer de paradigme pour que les réels problèmes de l'Afrique soient abordés? Aujourd'hui, il y a des questions, le problème au Mali, le problème en Côte d'Ivoire, le problème au Tchad, en Centrafrique. Ces débats-là n'ont pas été abordés véritablement avec des résolutions. Qui va appliquer? Ceux qui, par exemple, quand vous faites un sommet, ceux qui vont appliquer, ceux qui vont mettre en application, c'est les chefs d'État, c'est les premiers responsables. Maintenant, est-ce que les jeunes vont revenir encore pour maintenant faire des plaidoyers au niveau des chefs d'État? Je crois que ce sommet, c'était bien, c'était très culturel, c'était très folklorique, c'était très bien, mais c'était dans le jeu de la France. Parce que la France a voulu tout simplement rassembler les jeunes et une pépinière pour voir comment est-ce que ça va et comment est-ce que, quelles sont les poules, comment est-ce que, par exemple, on peut encore mesurer les modulations de pensée de ces jeunes-là et savoir un peu, eh bien, quelle était leur aspiration, de façon confirmée. Parce que il y a également d'autres qui parleront, par exemple, du sentiment anti-français, et qui dira, mais comment vérifier tout ça là? Je crois quand même que c'était des indicateurs de vérification et de confirmation d'un certain nombre de choses, tout simplement pour s'assurer, peut-être redéployer d'autres stratégies. Mais si on veut parler développement de l'Afrique, je reviens là-dessus et je dis, le développement de l'Afrique doit s'élaborer en Afrique. Le développement de l'Afrique doit se penser en Afrique. Maintenant, l'Afrique peut maintenant, après s'être définie, les États africains, après s'être définis, après avoir défini leurs priorités, ce qu'ils veulent vraiment dans les 10 années à venir, dans les 15 années à venir. Regardez, chaque fois, c'est en Occident où on vous dit, nous voulons faire développer l'Afrique d'ici 2030, d'ici 2006, et on vous impose, on vous demande de respecter cela, et on est dedans. Et pendant longtemps, l'Afrique n'est jamais développée. Ben, l'Afrique aussi a ses stratégies, certains pays. Toujours arrimé, toujours arrimé. Vous avez votre vision. Toujours arrimé sur le calcage qui est de l'autre côté, les paramètres qui sont de l'autre côté. Et même pour pouvoir mobiliser les fonds. Au lieu de lutter, par exemple, pour freiner la corruption en Afrique et freiner, par exemple, les fusions, les évasions fiscales, freiner, par exemple, tout ce que nous connaissons lié, par exemple, à la mauvaise gouvernance, et avoir des fonds propres pour pouvoir financer nos activités, financer la réforme de l'éducation, financer, par exemple, le développement, l'emploi des jeunes, financer tout cela, et même financer même notre propre sécurité, renforcer le système de sécurité, de défense et de nos pays. L'argent même, c'est de là-bas nous attendons. L'aide, c'est ça même encore le poison. Où pendant longtemps, on dit on veut aider l'Afrique. Les jeunes en ont parlé, ça je leur dis bravo. On veut aider l'Afrique, l'aide. Comment est-ce que, par exemple, chaque fois, pour vous, dans les relations internationales, il n'y a pas de philanthropie. Ça n'existe pas. C'est des questions d'intérêt. Il n'y a pas d'humanité.
Ça n'existe pas. C'est des questions d'intérêt. Maintenant, il appartient à l'Afrique de se dire, surtout des États africains, de se dire, nous voulons notre développement, nous le concevons. Maintenant, nous allons peut-être aller vers la France en disant, bon, maintenant écoutez, nous aussi, voilà ce que nous voulons, discutons partenariat, voilà ce que nous pouvons avoir, voilà ce que nous voulons sur le plan militaire, voilà ce que nous voulons sur le plan économique, etc., etc. Les questions de monnaie, nous allons discuter carte sur table, voilà effectivement ce que nous voulons pour notre pays. En tout cas, nous, notre jeune génération de politique aujourd'hui, s'il faut approcher la France, nous sommes ouverts, parce que nous n'allons pas gouverner des États qui soient autarciques. Non, nous n'allons pas fermer nos frontières, mais nous allons discuter avec les gens selon nos intérêts. Est-ce que nous avons pu récupérer nos co-débatteurs en ligne, Kossi Telou au Brésil et Emmanuel Assogbavi à Montpellier? Visiblement non, donc nous continuons ici au plateau pour évoquer cette fois-ci le format choisi par les organisateurs du sommet de Montpellier, un débat public retransmis en direct. Les enjeux des relations Afrique-France peuvent-ils être traités sur la place publique? Ils savent très bien que la réalité ne se dira pas là-bas, même si les jeunes ont essayé quand même de lever le voile sur certains aspects, par exemple le cas de l'ingérence au Mali, le cas de l'ingérence en Libye. La réalité ne peut pas se dire là-bas. Il y a beaucoup d'officines qui prennent en charge de telles discussions. Cela voudra dire tout simplement que c'était comme il fallait rencontrer les jeunes et puis peut-être des réactions quelquefois épidermiques et émotionnelles des jeunes, et on a pris en compte ces réalités-là. Mais les réels débats liés à l'Afrique, liés à la France-Afrique, ont été occultés selon vous? Absolument. Ça ne peut pas se discuter là-bas. Donc de la poudre de perlimpinpin, comme le disait. ça ne peut pas se discuter là-bas. Mais je pense quand même que c'était quand même une opportunité pour des jeunes, oui, de pouvoir s'exercer et de pouvoir également exprimer quand même, n'est-ce pas, leurs attentes en tant que jeunes Africains, pour dire, laissez l'Afrique en ce moment précis là, si vous voulez venir, venez en Afrique pour que nous puissions discuter d'égal à égalité. D'égal à égal. Est-ce qu'il n'y a pas un point positif, en tout cas, pour C'est ce que je suis en train de dire. Le fait de constater que la génération africaine a un mode de pensée différent. Ouais. Ça, c'est très bien. Je dis que c'est ce que la France voulait rechercher, vérifier. Et bon. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui, quand même. Hein. Depuis longtemps. Il y a eu certains Lumumba dans le passé, des Thomas Sankara. Et qui ont disparu, et d'autres sont arrivés. D'autres sont arrivés pendant longtemps. Même des Modibo Keïta, Sékou Touré. Les modulations de pensée sont revenues à un moment donné où la France-Afrique a fait main basse sur toute forme d'émergence, toute forme de pensée innovante, etc. Maintenant, aujourd'hui, après 60 ans, la nouvelle génération ne voit pas les choses de la même manière, ça c'est clair. Donc la France veut se préparer pour pouvoir, n'est-ce pas, s'adapter également à la nouvelle dynamique. Et je crois que c'était très bien réfléchi aussi stratégiquement parlant. Seulement, les Africains qui sont allés, est-ce qu'eux aussi, ils savent que c'est ça, par exemple, la stratégie de la France? Non. Est-ce qu'eux, ils savent que oui, aller maintenant aujourd'hui, parler de ça avec la France, c'est savoir planifier avec la France que désormais, la jeunesse africaine voudra ceci, voudra cela. Maintenant, quand ces jeunes-là vont revenir, qui va financer leurs activités? Les programmes, les conclusions qui vont sortir de ça vont se décliner en programmes. Au plan de protection des droits de l'homme, de gouvernance, de démocratie, de protection de l'environnement, etc. On dit, par exemple, dans les conclusions, qu'un fonds sera mis en place. Le fonds là, qui va l'alimenter? Est-ce que c'est les États africains ou bien c'est la France? Si la France alimente à ces fonds pour pouvoir revenir en Afrique, pour dire, eh oui, je suis toujours là, je vous aime, je vous apporte la paix, je suis là pour vous aider, etc. Mais vous comprenez exactement ce qui se passe. C'est-à-dire la France n'est pas prête à lâcher l'Afrique. Maintenant, il appartient, comme exactement les pays asiatiques ont eu le courage de le faire, ce n'est pas celui qui vous tient, n'est-ce pas, par les deux mains, qui va vous lâcher. C'est vous, à un moment donné, qui vous libérez et qui revenez maintenant pour dire, maintenant, je pense que nous pouvons discuter d'égal à égal. Mais à défaut
d'inviter les chefs d'État à Montpellier. Est-ce que ce sommet n'aurait pas été plus retentissant si les invitations avaient été envoyées aux oppositions africaines, un certain Jean-Pierre Favre du Togo, un certain Sonko au Sénégal, Masrara au Tchad, ainsi de suite, réunir les opposants pour écouter donc les avis divergents qui manquaient visiblement au président français. Je disais tantôt que le but recherché par la France, c'est tout simplement rassembler les jeunes, c'est ce qu'ils ont réalisé. Et pour moi, l'alternative dont vous parlez, même si c'est cela, ne résout pas le problème africain. Et je dis encore que le problème africain, qu'il s'agisse des questions de politique ou des questions de développement, le problème africain, ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas à Paris, ce n'est pas en France ni à Montpellier, ce n'est pas là-bas. Le problème africain, c'est en Afrique. Je serais à l'aise aujourd'hui quand, par exemple, les noms que vous avez cités, Sonko, Fabre aussi, et puis d'autres encore se retrouvent pour dire... Ou à Pévon. Ou Mouniagnon. Que vous connaissez très bien. Elles se retrouvent pour dire, écoutez, après 60 ans d'indépendance, nous avons pensé le développement qui n'a pas réussi. Après 60 ans d'indépendance, nos États restent encore dans une situation de fragilité. Après 60 ans d'indépendance, nos économies sont toujours des économies fragiles. Après 60 ans d'indépendance, notre système éducatif laisse encore à désirer. Comment nous faisons? Et puis encore, malheureusement, notre système de défense militaire est un défi à relever. Alors, comment est-ce que nous arrivons à redéployer nos stratégies en tant qu'État africain? Vous savez que cette histoire-là n'est pas pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que même les organisations sous-régionales que nous avons, le cas de la CEDEAO est un problème pathétique, avec des allées et venues qui, en fait, sur des sujets donnés, n'arrivent pas à rassurer. Donc, la CEDEAO reste quand même l'organisation régionale la mieux structurée. Structurée avec une crédibilité à double vitesse et qui pose beaucoup de problèmes très souvent et qui traite également les sujets qui devraient être des sujets standards au cas par cas. Ça pose problème. Et carrément avec des à géométrie variable. Ça pose problème. Donc, aujourd'hui, les Africains, les hommes politiques africains, les membres de la société civile africaine doivent se retrouver, oui, mais non plus pour rapidement aller dans les bras de la France, mais plutôt pour élaborer leur propre développement. Et quand ce sera véritablement élaboré, c'est pour dire à la France ou bien pour dire même pour dire aux autres pays européens, occidentaux, voilà comment nous on veut fonctionner. Si vous voulez nous aider, aidez-nous dans ce sens-là. Si vous voulez qu'on collabore, qu'on coopère, coopérons dans ce sens-là. Mais si c'est la coopération, même les fondamentaux de la coopération sont édictés de l'autre côté, cela posera toujours problème. Mais, comme pour ouvrir une parenthèse, les oppositions africaines qui, généralement, ont le même ton, je suis surpris de ne pas voir une forme, comment on va dire, de fédéralisme. Est-ce on va appeler ça fédéralisme? Une forme d'union de ces oppositions qui peuvent se retrouver de temps en temps pour réfléchir sur les questions que vous évoquez. Même le sujet de l'opposition en Afrique est un autre problème qu'il faut découdre. Donc, il faut en découdre. Il faut déconstruire même cette façon de concevoir même le jeu politique. Et ça aussi... Vous n'aimez pas les oppositions? Non, du tout. C'est-à-dire, c'est une forme de dichotomie. En démocratie, il y a une majorité, une opposition. Écoutez, si vous choisissez de faire la démocratie, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Il ne faut même pas... Attendez, je vais vous expliquer. C'est-à-dire, c'est ça. Les nouveaux paradigmes qu'il faut maintenant inscrire dans la dynamique politique en Afrique, au menu de ces nouveaux paradigmes, il y a également notre conception du jeu politique. La conception du jeu politique que l'Occident nous a légué et qui voudra qu'il y ait, par exemple, le pouvoir et puis des opposants. Ça pose problème. Ça pose problème. Ce n'est pas pour rien qu'en France, par exemple, on a des partis de gauche et des partis de droite. Même si on sait que ces partis-là, c'est des partis qui, par exemple, quand quelqu'un est au pouvoir, un parti est au pouvoir, ceux qui ne sont pas au pouvoir, il faut les définir comme des partis qui ne sont pas au pouvoir. Et non des partis d'opposition. Mais c'est une question de concept. Ces concepts sont des concepts erronés
qui font qu'il y a d'autres formes de manipulation, il y a d'autres formes de conception, autant que tout simplement on comprend que quand quelqu'un est au pouvoir et que l'autre n'est pas au pouvoir et que vous êtes des opposants, c'est-à-dire que le terme opposant même, c'est comme si l'effort même, quelquefois que l'autre qui est au pouvoir va faire, vous vous opposez, vous n'êtes pas d'accord, vous vous opposez. Ce n'est pas normal. Parce que ce n'est pas le but du jeu. Non, le but du jeu n'est pas ça. Le but du jeu, c'est de, quand vous n'êtes pas au pouvoir, vous contrôlez celui qui est au pouvoir. Non, pour relever les insuffisances. Bien sûr. C'est comme une antithèse d'une dissertation. Non, le jeu politique. Faire. Non, je crois que la nouvelle jeunesse africaine doit comprendre ce jeu politique-là. Pour savoir que quand vous n'êtes pas au pouvoir, ce n'est pas que vous vous opposez à ceux qui sont au pouvoir. Non. Vous pouvez avoir des opinions contraires. Ça, c'est autre chose. Des opinions alternatives. Ça, c'est autre chose. Docteur Diano, qu'est-ce qu'on appelle antithèse dans une dissertation? Une antithèse n'est pas forcément que le contraire absolu de ce qui est dit. Non. Et puis, ne ramenez pas... Moi, je pense qu'il ne faut pas ramener le débat sur les oppositions en Afrique. C'est un terme qui me met moi-même mal à l'aise. Moi, je pense qu'il faut restructurer même le jeu politique en Afrique. Ce n'est pas pour rien si aux États-Unis, on a, par exemple, le Parti démocrate et on a les partis républicains. On sait que c'est des partis qui n'ont pas fondamentalement la même vision des choses. Ça, c'est clair. Mais en Afrique, vous savez pourquoi, par exemple, nous finissons par avoir des opposants carriéristes en Afrique où quelqu'un se présente. Moi, je n'aime pas qu'on me présente et dire que je suis opposant. C'est pour faire quoi? Oui, mais au même moment, est-ce que vous pouvez choisir la démocratie, pratiquer, exercer la démocratie sans une pratique dialectique? Mais ce que je dis, je crois quand même qu'il faut le comprendre comme ceci. Il y a un parti au pouvoir et il y a un parti qui n'est pas au pouvoir. Ceux qui ne sont pas au pouvoir, c'est-à-dire que il ne faut pas élaborer le concept d'opposant. Non, ça là même, vous savez, c'est les Blancs qui ont mis ça pour nous diviser. C'est les Occidentaux qui ont forcément forgé ces concepts-là pour diviser, pour mieux manipuler. Oui, mais quel concept vous avez inventé pour... Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas opposant, je ne suis pas au pouvoir. Je ne suis pas au pouvoir. Non, mais c'est mieux même comme ça. Oui, vous n'êtes pas au pouvoir. Pas vous appelez, je ne suis pas au pouvoir. Mais je ne suis pas au pouvoir, je suis un homme politique. Aujourd'hui, je ne suis pas au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, ils portent la responsabilité du pouvoir. Comment puis-je vous appeler? Docteur Nyagno, membre d'un mouvement politique qui n'est pas au pouvoir. Non, ce que je suis en train de dire, c'est une nouvelle façon véritablement de concevoir le jeu politique et de structurer le jeu politique. Pendant longtemps. Vous voyez, lorsque vous parlez même de partis d'opposition, comment vous aujourd'hui on dit on veut faire le statut des partis d'opposition. Et vous voyez que la définition pose toujours problème. Ou vous voyez que des gens diront non, ce parti n'est pas de l'opposition. Certains va dire, oui, moi je suis de l'opposition. L'autre va dire, moi je ne suis pas de l'opposition. Quelqu'un va dire, tu es de l'opposition. Lui va dire, comment vous identifiez les partis de l'opposition? La dernière fois même au Sénat, un débat la concertation qui a eu lieu, un débat qui a porté sur, par exemple, le statut de l'opposition. On n'est pas arrivé à s'entendre, en tout cas de loin. Moi j'ai suivi de loin, je n'ai pas pris part. On n'est pas arrivé à s'entendre sur qui est opposant. C'est un débat farfelu, il faut quitter, il faut sortir de ce débat. Faudrait-on parler, doit-on parler de majorité, de minorité? Peut-être, mais je crois quand même que la structuration actuelle en Afrique, partout en Afrique, c'est également les effets, les conséquences de la structuration qu'on a pris de l'Occident, mais l'Occident est plus malin par rapport à ça. En France, on sait que des gens ne sont pas au pouvoir, c'est des partis de gauche et des partis de droite. Et vous voyez, c'est mieux même comme ça. Parce que la gauche et la droite, là, quand on dit que c'est opposant... Est-ce que vous ne revient pas, vous, homme de lettres, philosophe, de créer des concepts pour remplacer justement ces Bien mots sûr. Justement, qui posent problème. Je peux vous ajouter d'autres mots. Parce que moi, je n'ai pas, par exemple, l'habitude d'être à l'aise avec colonisation, pays colonisé. Pour moi, ou pays colonisateur... Oui, ça pose problème. Les pays colonisés, ce terme-là même a évolué aujourd'hui. On parle, des gens en sont allés même jusqu'à les ex-colonies ou les ex-colonisés, etc. Mais
par rapport à ça, nous allons travailler peut-être. Il y a d'autres qui travaillent, il y a des éminents professeurs qui sont là et qui travaillent sur l'élaboration de nouveaux concepts. Et c'est en cela que j'invite souvent les intellectuels africains. L'indépendance, vous intellectuels, si vous n'êtes pas en mesure de créer des concepts justes, des concepts pour remplacer ces mots qui posent problème. C'est pourquoi, par exemple, moi je dis aujourd'hui, au moins sur la question de opposants, je dis, par exemple... Non, vous n'avez rien proposé. Non, je dis... pendant longtemps, nous avons toujours dit qu'il faut restructurer le système politique africain, surtout au Togo, par exemple. Et dans cet effort de restructuration, il faut arriver à élaborer maintenant si nous allons finir par avoir, par exemple, des partis, oui, de gauche ou de droite, ou des partis qui sont au pouvoir ou d'autres qui ne sont pas au pouvoir. La conceptualisation se poursuivra. Vous n'allez pas singer gauche, droite. Ce n'est pas forcément sur le plateau que je vais élaborer forcément en même temps. Mais ce que je voudrais dire, c'est tout simplement pour faire comprendre que non seulement tout le débat des rapports entre la France et les États africains a d'autres conséquences, même sur le jeu politique en Afrique, il y a à se libérer de beaucoup de pratiques. Il y a à se libérer de beaucoup de paramètres. Il y a également à se libérer de beaucoup de paradigmes pour mieux repenser le jeu politique autrement. Et exactement le sommet de Montpellier qui a essayé d'inviter les jeunes et qui vont revenir, qui font partie de la société civile, qui vont commencer peut-être par développer le programme, l'agenda qui sera conçu de Montpellier. Vous allez voir que même sur le terrain africain, cela ne portera pas essentiellement. Pourquoi? Parce que, cela ne sera pas compatible à un certain nombre de réalités, aux urgences même que les Africains ont aujourd'hui. C'est pour cela que je dis, de la même manière qu'en termes politiques, il faut essayer de reconstruire un certain nombre de choses, de reconsidérer un certain nombre de paramètres, de revoir même les schémas et les modèles que nous avons. Parce que nous, on a commencé par dire que depuis 90, beaucoup de choses ont changé. Et beaucoup de schémas sont tombés en désuétude. Et beaucoup de schémas politiques également, il faut les revoir. Beaucoup de paramètres, il faut les reconsidérer. De la même manière, il faut également revoir les rapports que nous avons avec la France. Docteur Gagnon, nous allons marquer une pause pour une édition de journal. À la reprise, nous allons évoquer les 13 propositions d'Achille Bembe au sommet de Montpellier. Nous allons revenir sur ce qu'il faut attendre de ce sommet, même si vous êtes assez pessimiste, et voir si les chefs d'État seront finalement mis en contribution pour l'application des conclusions de ce sommet, qui arrive à un moment où la Russie prend pied sur le continent africain. Est-ce que la France est obligée, quoi qu'il en soit, de revoir, de refonder ses relations avec l'Afrique? Nous reparlerons de tous ces sujets dans la seconde partie avec les téléspectateurs qui pourront nous appeler et participer en direct à cette émission. Et donc tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.